Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Alors, on va faire le point sur les dernières infos télé, et Dieu sait s'il y en a. Et puis, dans un premier temps, nous allons nous entretenir avec Martin Béraud. Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes réalisateur hier soir sur France 5 et on peut justement voir le replay sur France.tv. Il y a eu la diffusion de buffets, que leur volonté soit faite. Alors, c'est un sujet... Ça a bien marché. Et hein. ça a plutôt Plus de bien marché. 650 000. Ouais. Plutôt très bien marché, 650 000 oui. téléspectateurs. C'est vrai que c'est un sujet assez qui parle à tout le monde, hein, tous ces grands buffets à volonté. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que les aliments sont de qualité? Vous avez enquêté, et c'est une enquête. C'est vrai qu'il y a beaucoup aux États-Unis. Je crois que ça a commencé là-bas. Hein. Enfin, c'est pas, je crois. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans votre doc, à Las Vegas en particulier, et de plus en plus en France, ce concept des buffets à volonté se développe. Vous en avez visité combien de buffets à volonté? Oh là là, en France ou partout. Je sais pas, une bonne vingtaine, je pense. Ouais. J'en ai testé pas mal et j'ai essayé de retenir ceux que je trouvais les meilleurs pour aller tourner dedans, enfin, sauf la séquence en caméra cachée qui est pas exceptionnelle, on va dire. Voilà. Qui est assez édifiante sur certaines dérives. Et j'étais étonné de ne pas voir les grands buffets de France, parce qu'on a cette image de luxe où il y a des huîtres, un tas de choses. Pourquoi il n'y a pas les grands buffets de France dans votre Les buffets de Narbonne, c'est ça, les grands buffets de Narbonne? En fait, on les a évidemment sollicités, puisque c'est le buffet un peu star auquel la plupart des Français pensent quand ils pensent buffet à volonté, un peu différent des buffets asiatiques qu'on retrouve beaucoup. Mais ils n'ont pas souhaité apparaître dans le documentaire, parce que aujourd'hui, eux veulent plus trop être associés à l'image des buffets à volonté d'une manière générale. Et exigent d'être un peu à part dans cet univers, on va dire. Voilà. Et vous avez trouvé qu'ils étaient à part? Ils sont à part, pas vraiment, parce que vous savez, on voit dans le film qu'il y a aussi pas mal de gens qui proposent des buffets comme ça, avec un peu plus sourcé, avec de la nourriture, disons, plus orientée française, quoi, et de qualité. C'est ce que j'ai montré aussi dans le film. Donc, ils sont à part, parce que quand même, l'immense majorité du marché, c'est ces grands buffets asiatiques qu'on voit dans le film, mais ils sont pas uniques, on va dire. Ouais. Oui, ça, on pourra en parler pour ceux qui ont regardé hier. Ils ont découvert, peut-être ils le savaient, mais qu'il y avait 70% de surgelés. De surgelés, oui, absolument. Les images sont assez étonnantes. Moi, à chaque fois que je tombe sur un buffet, que ce soit même dans des hôtels et tout, je trouve que tout a le même goût. Je trouve que c'est assez rarement bon. Mais bon, on va en reparler avec vous. Pour l'instant, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, une nouvelle fois dans l'actu, c'est l'affaire Betaram qui occupe les médias. Et Quotidien a rencontré l'une des victimes. Et vous allez entendre son témoignage et de quelle façon lui a gardé tout secret parce qu'il en avait honte. C'est Alain qui m'a fait prendre conscience que j'avais été abusé sexuellement. Jusque-là, je n'avais pas l'idée, ni je ne l'avais pas intégré. On trouvait ça honteux et on ne voulait pas ne pas être cru. Moi, je l'ai dit à ma grand-mère. À l'époque, c'est elle qui m'a élevé. Ma grand-mère me traitait de menteur parce qu'elle était très pieuse, très croyante. Donc, forcément, elle l'a jamais dit à ma mère et elle est morte avec ça. Et ma maman, je lui ai appris il y a 1 an. Elle était effondrée. Il y a seulement 1 an qu'il l'a dit à sa mère. Beaucoup ont dit qu'ils pensaient qu'ils étaient seuls dans cette situation et qu'ils ont découvert qu'il y avait plus d'une centaine de victimes qui ont gardé le silence pendant de nombreuses années aussi. J'imagine que vous reviendrez sur la polémique dans vos débats. On en a parlé hier, mais on va en reparler. Au plus mal, le pape François a annulé hier tous ses engagements. Il souffrirait d'une pneumonie bilatérale. Alors, de nombreux Italiens ont commencé à se rendre au Vatican pour prier sous les fenêtres du pape. Hier sur BFM, alors on la connaît bien, Caroline Pigozzi, journaliste à Paris Match et grand spécialiste de l'histoire du Vatican, expliquait l'importance de la figure du pape pour les Italiens. C'était sur BFM. Il faut comprendre une chose, c'est que Rome, c'est tout à fait particulier, même l'Italie. Quand ils vont à l'école, des enfants italiens ont un crucifix dans la classe et font des cours d'instruction religieuse. Donc pour les Italiens, qu'ils soient pratiquants ou pas, le pape, il est chez eux, il est à eux, il est dans leur pays. Il y a une relation comme un grand-père. Il fait partie de leur paysage. Donc on fait attention et on essaye un petit peu de les ménager parce que c'est pas du tout comme personnage laïque dont on dirait
c'est autre chose. Il y a un affect, il y a les chauffeurs de taxi. Quand moi je vais au Vatican, ils me disent comme vous avez de la chance d'aller au Vatican. Et c'est pas qu'ils soient toute la journée avec un chapelet ou à dire la Sainte Vierge est toujours vierge, mais c'est quelque chose d'à part, le pape en Italie. Ouais. Moi, je savais pas qu'il y avait une croix ou un crucifix dans les écoles italiennes. Vous le saviez ? Je savais pas du tout. C'est l'image choc, voir aussi bien à la télévision que sur les réseaux sociaux. C'est l'image de l'avion de Delta Airlines qui est sur le dos, une image impressionnante, une image rare, où les passagers sont encore sous le choc d'être sortis déjà vivants de cet accident. Alors moi, je me suis posé la question de les voir filmer. Enfin, je pense que je sais pas ce que vous en pensez, Martin Béraud, si vous êtes dans un accident d'avion, est-ce que votre premier réflexe c'est de sortir votre téléphone pour filmer ? Peut-être que vous, en tant que réalisateur. Oui, c'est ça. Mais c'est assez... mais cela dit, au moins, ils sont sûrs de passer à la télévision. Ça, c'est sûr. Reportage dans le 20h de France 2. Laissez tout, ne prenez rien, allez-y. Ils se faufilent à 4 pattes pour évacuer au plus vite. Dans la panique, les passagers découvrent leur avion couché sur le dos. Les roues vers le ciel. Oh mon Dieu, j'étais dans cet avion. Échoué sur la piste enneigée. L'appareil n'a plus d'aile droite, mais le fuselage est quasi intact. Je suis à Toronto. On vient d'atterrir. Notre avion vient de se crasher. Il est à l'envers. Les rescapés ont du mal à se remettre de leurs émotions. Sur cette vidéo, on voit l'avion de la compagnie américaine Delta aborder son atterrissage à Toronto. Il y a du vent, de la neige. Il touche le sol très brusquement et déséquilibré. Son aile frappe la piste, prend feu et l'avion se retourne. Ouais, mais c'est vrai impressionnante. Oui, mais c'est vrai que quand vous le dites, il y a aussi des images qui circulent sur le web et qui étaient juste après, parce que vous savez que j'ai raccourci pour le zapping, il y avait des images à l'intérieur de l'avion. C'est vrai que sortir son portable pendant qu'on est en train de vivre une oui, c'est un peu étonnant, c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Dans la rubrique, les candidats de jeu sont quand même formidables. J'en ai passé un hier ou avant-hier. Voici Gaëtan qui a partagé son talent avec le présentateur de Slam, Théo Curin. Ouais. Ah, vous l'avez vu ? Non, j'ai pas vu. Alors, il a un petit talent, vous allez voir. Gaëtan, votre talent, c'est de très bien siffler. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un talent, mais en tout cas, depuis que je suis tonton, on dit que je siffle bien. Je pense que ça aide. Ah oui ? Ouais, je suis tonton depuis 4 ans. Alors, je peux vous faire... J'ai reconnu Michael Jackson. Oui, c'est ça. Non, la vie en rose, magnifique. C'est vrai que c'est agréable. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, bravo, félicitations. Un petit sifflement, Martin Béraud ? Non, pas maintenant. Il y a quelques semaines, on parlait avec Olivier Schultes de Mylène Farmer. Ouais. Eh ben, écoutez cette news incroyable. Son album Nevermore est plus vendu que Michael Jackson en 2024. Hein. C'est le top 10 mondial. Il est mort, Michael Jackson. Comment voulez-vous qu'elle vende plus de disques ? Thriller, ça se vend toujours, oui, madame. Mais vous dites cette année, en 2024. Bah oui, mais en 2024. En 2024, oui. Sony a sorti le classement de ses disques les plus vendus. D'accord. Michael Jackson est 10e et le 5e album dans ce top mondial, c'est Mylène Farmer. D'accord. Et de son album, justement, Nevermore, vendu devant Mariah Carey, pour tout vous dire, devant même l'album de Noël de Mariah Carey. Bravo à Mylène Farmer, Cocorico. Et oui, et qui vous dit que Michael Jackson est mort ? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Martin Béraud va pouvoir enquêter. Peut-être. On se retrouve avec vous. Voilà, vous êtes réalisateur et je vous encourage tous à aller voir le documentaire sur France.tv. Buffet, que leur volonté soit faite. On va en parler dans un instant. Ces grands buffets, que se cache derrière ce concept de buffet à volonté, de restaurant à volonté. On en parle avec vous. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média,
L'invité du jour. L'invité du jour, Martin Béraud, réalisateur. Vous avez réalisé ce documentaire qu'on a pu voir hier sur France 5, Buffet, que leur volonté soit faite. C'est évidemment en replay sur France.tv. Je pense que tout le monde a compris maintenant le principe du replay. Et c'est vrai que le sujet nous a intéressés et interpellés absolument. Donc ces grands buffets, ces restaurants à volonté qui sont de plus en plus nombreux, en particulier, c'est ce qu'il y a dans votre documentaire, les restaurants chinois qui proposent ce genre de buffet. Racontez-nous un petit peu comment vous avez eu l'idée de ce doc. C'est vous qui l'avez eu, et puis nous expliquer un peu ce qu'est l'origine de ce type de buffet. Non, alors l'idée, c'est le producteur François Pomès qui me l'a proposé. Moi, c'était un univers que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça. Et ça m'a plus intéressé, intrigué et amusé de m'intéresser quand même à ce monde un peu particulier. Quant à l'origine, alors si vous parlez de l'origine de la création aux États-Unis, c'est à ça que vous voulez faire référence? Oui. Comment ils sont nés, ces buffets? Voilà, alors c'est ce qu'on explique dans le film. En fait, c'est né à la fin des années 40 aux États-Unis, à Las Vegas, dans les casinos, en fait, puisque Las Vegas, vous savez, est focalisé sur le jeu. Et en fait, dans les casinos, il y a un communicant, je crois, à la base, qui a eu l'idée de mettre en place une restauration qui soit en permanence, où les gens allaient servir eux-mêmes pour qu'ils restent dans le casino. L'idée, c'était de maintenir captifs les joueurs dans les casinos. Donc en fait, en leur proposant de la nourriture sur place, où ils allaient eux-mêmes se servir et à volonté, comme ça le casino était sûr que les gens ne sortaient pas du casino, manger comme ça en vitesse et continuer à jouer. Et donc le modèle était né comme ça. Et puis on pouvait amener sa petite assiette devant son jackpot et grignoter 2-3 choses et continuer à jouer et à gagner de l'argent. En fait, c'était pas pour en perdre plutôt. En perdre, c'est le but. C'est le but. En tout cas, la première motivation, c'était pas culinaire, c'était plutôt pécunier. Exactement. C'était de la nourriture de mauvaise qualité et à un prix complètement délirant. On montre dans le film les affiches de ces buffets d'époque, c'était $2, vous voyez, pour manger à volonté. Alors c'est des dollars des années 50, 60, 70, qui sont beaucoup moins, qui valent beaucoup plus qu'aujourd'hui, pardon. Mais c'était quand même des prix dérisoires. Ça fait réagir nos auditeurs. Stéphane nous dit, alors à Montréal, il y a des restos japonais ou chinois, on paye 20 € à volonté et on paye ce que l'on ne mange pas. Je ne sais pas très bien comment ça. Vous avez déjà vu ce concept-là? Oui, c'est ce qu'on montre aussi dans le film. C'est que les restaurants facturent les assiettes non terminées. Alors en fait, concrètement, ça n'arrive quasiment jamais. C'est-à-dire que déjà la plupart du temps, les gens finissent leurs assiettes et souvent les restaurateurs appliquent pas forcément ces sanctions qui sont surtout là pour faire peur, entre guillemets. Mais il y a quand même cette idée de pas trop gâcher quand même. Mais est-ce que, vous le racontez dans le doc, mais est-ce que dans ces buffets, on mange pour son argent? Est-ce que on a le sentiment qu'il y a une profusion, mais est-ce que finalement, on mange beaucoup? Alors voilà, ça c'est toute la question. C'est-à-dire qu'il y a donc un petit pourcentage de gens qui se goinfrent, si vous me pardonnez l'expression, et la plupart des gens mangent pas tant que ça, et en fait ils vont surtout pour goûter des choses un peu diverses qu'ils goûtent pas généralement, et trouver quand même une grande diversité de plats. Et moi, quand on est quand même pratiqué pas mal maintenant, et franchement je l'aime plutôt bien pour être honnête, j'avoue que quand j'y vais, plutôt que me goinfrer, c'est plutôt picorer un petit peu partout. Qui m'intéresse. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces démarches-là. Voilà. Oui, vous avez une spécialiste dans le doc qui explique que justement l'abondance fonctionne sur le cerveau et qu'il joue là-dessus, sur le côté qu'il y a une abondance. Et comme il y a une abondance, on ne sait pas trop quoi choisir. Mais s'il y avait 4-5 salades, du coup on s'en servirait beaucoup. Mais s'il y a 20 salades, on en prend un petit peu dans ces salades. Et c'est ce qui fonctionne économiquement en fait. Oui, parce que c'est quoi le modèle économique, effectivement? Le modèle économique, c'est le volume. Tout est basé sur ça. C'est-à-dire que on a un restaurateur qui, d'ailleurs, moi je trouve relativement transparent, qui nous dit que sur une formule qui vend 27 €, il gagne que entre 1,50 € et 2 € par couvert. Donc vous voyez, ils ont besoin de faire énormément de volume pour être rentable au niveau de la nourriture, puisqu'ils ne peuvent pas maîtriser exactement les quantités, etc. C'est là que justement se trouve le problème. C'est que vous ne savez pas à l'avance qu'est-ce que vous allez servir, combien vous allez servir, etc. Donc c'est là qu'il y a un vrai problème de maîtrise des
des quantités, etc. Juste 2 réactions d'auditeurs aussi. Stéphane nous dit toujours, j'ai vu que des clients se faisaient virer parce qu'ils mangeaient trop. Un faux ou un tox? Il paraît que ça existe. Moi, j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est extrêmement rare. Mais il y a une affaire en Allemagne avec un client qui avait pris des quantités, mais vous avez jamais. Enfin, je pensais même pas que c'était possible pour un être humain et qui a fini par être renvoyé, dit-on, dans un restaurant asiatique. Je crois que c'était un problème de sushi. Et Gilles, un auditeur fidèle, nous dit, moi je ne vais pas au buffet libre en France, mais en Espagne c'est beaucoup moins cher. En plus la boisson, bière, vin et cava espagnol et café est compris avec modération, évidemment pour 20 € et à volonté. Après, rien à voir avec les grands buffets de Narbonne, gargantuesques et de qualité. Mais je sais que ce modèle donc de grands restaurants asiatiques où on retrouve un peu de tout, parce qu'il y a de la nourriture asiatique, mais il y a vraiment de tout. C'est ça qu'il faut retenir. On les retrouve, je crois, dans toute l'Europe, notamment en Espagne, au Portugal, etc. C'est vraiment, il y en a en Allemagne, aux Pays-Bas. Enfin, je sais que c'est un modèle qui a été répliqué dans toute l'Europe. Vous avez au Brésil également des restaurants, mais cette fois-ci c'est au kilo, c'est-à-dire que ils pèsent votre assiette et c'est suivant les quantités que vous prenez que vous payez les choses au kilo. Donc si vous prenez des choses légères, vous pouvez en prendre beaucoup, et des choses plus conséquentes comme les pâtes. Vous l'avez vu, les buffets au kilo au Brésil? Non, on n'est pas allé au Brésil, on ne pouvait pas aller partout évidemment. On est allé aux États-Unis, c'est déjà pas mal. Et je sais qu'au Brésil aussi, il y a le rodizio, vous savez, la churrascaria, la viande à volonté. Et ça existe aussi en France. Mais voilà, on ne pouvait pas tout montrer. Et évidemment, on voulait montrer quand même la grande diversité qui existe. Comment vous expliquez le développement de ces restaurants, alors qu'on parle, enfin vous l'évoquez dans le reportage, mais pour dire un petit peu à nos auditeurs, on parle de consommation responsable, et là on a le sentiment qu'on est un peu à l'opposé. On en est très loin, donc c'est pas tellement dans l'air du temps en fait. Parce que je pense que c'est effectivement assez en contradiction avec l'air du temps. C'est ce que je dis dans le film d'ailleurs. Et je pense que les gens ont envie de se faire plaisir tout simplement. On n'y va pas pour faire le gourmet ou je pense quand même la sensation d'un certain luxe entre guillemets à bas prix. Enfin, dans la plupart des cas, c'est quand même pas si cher que ça. Et donc on a cette profusion. Enfin, tout le monde peut accéder à la profusion, et notamment dans des moments de crise, quand même, on est quand même dans des périodes de crise depuis quelques temps. Je pense que les gens ont envie de se faire plaisir, tout simplement. Et puis ils sont placés à des endroits stratégiques puisqu'ils sont là où vous faites les courses. Donc ils sont souvent là où il y a les grands magasins et des grands ensembles. On retrouve plusieurs buffets d'ailleurs côte à côte. Voilà, ils sont très souvent dans des grands ensembles comme ça, des centres commerciaux, comme vous l'avez dit. Déjà pour 2 raisons, parce qu'ils ont besoin d'emplacements très grands et qui soient avec des loyers abordables. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus rare de les retrouver en plein centre-ville. Et puis surtout, ils ont besoin de volume. Donc ils vont s'implanter là où il y a beaucoup de clientèle qui va passer. Ça veut dire qu'ils font combien de clients une soirée quand vous parlez de volume? Là, celui dans lequel on a filmé, il faisait 800 clients, 800 couverts en une soirée. Donc vous rajoutez le midi où ça doit être à peu près la moitié, vous faites 1200, 1500 couverts par jour. Ah oui, quand même. Alors, c'est énorme. Est-ce qu'il y en a des bons à Paris, demande une auditrice? À Paris, vous en avez des très bons. Après, je ne sais pas à quel point je peux citer les marques ou pas. Si vous en citez plusieurs, Voilà, le dernier restaurant dans lequel on va, notamment qui est dans le 15e arrondissement, qui est un établissement un peu plus luxueux, parce que c'est 60 € par personne à peu près. Mais là, c'est absolument délicieux. Enfin, moi, je me suis régalé. Je sais que les gens se régalent d'une manière globale. C'est un restaurant asiatique? C'est un restaurant, Non, c'est un restaurant... Alors, dites-le, vous pouvez dire les... Ça s'appelle Polichinelle, c'est un restaurant vegan. Végétarien, pardon. Excusez-moi, il n'est pas vegan, il est végétarien justement. Et donc bio, enfin il est dans une démarche justement beaucoup plus responsable, un peu à l'opposé de ce modèle, mais ça reste à volonté. Et c'est de la cuisine bistronomique ou gastronomique, et franchement c'est absolument délicieux. Il faut avoir un sacré coup de fourchette, mais je vous promets que ça vaut le coup. Et chez nous, il y a des buffets très bons. Alors dans votre doc, vous vous intéressez beaucoup aux buffets asiatiques, chinois en particulier, où on voit que les surgelés, on n'a pas très envie d'y aller. Il y en a des bons, franchement, il y en a des meilleurs que d'autres. Moi, celui dans lequel j'ai choisi de filmer, c'est un que j'ai trouvé bon, parce que je trouvais que c'était quand même mieux de mettre en avant des gens qui travaillaient bien. Et évidemment, c'est pas le meilleur restaurant asiatique dans lequel vous allez manger, mais vous avez une grande diversité de plats, c'est franchement pas mauvais. Et évidemment, c'est du surgelé, mais comme... vous savez, par exemple, les nems, dans l'immense majorité des restaurants asiatiques, ils sont surgelés, même dans les très bons restaurants asiatiques. Ah bon, ils sont surgelés? Oui, c'est sûr. Très très souvent, même dans les restaurants vietnamiens, par exemple à Paris,
même les meilleurs, très souvent, les nems sont surgelés. Ouais. Alors, buffet asiatique, le meilleur, on nous demande, pour vous, dans ceux que vous avez pu faire? Le Pacifique, pour moi, celui où j'ai filmé. J'en ai testé pas mal d'autres. Mais celui que vous avez filmé, quand même, c'est pas celui où il y a les fraudes qui viennent. Non, voilà. Parce qu'il y a un restaurant un restaurant en caméra cachée avec les fraudes, où là, on voit par exemple, alors j'imagine que c'était pour faire les dim sum ou autre, mais on voit une énorme poubelle où il y a la viande hachée dedans. Alors voilà, oui, tout à fait. Oui, c'est assez spécial, on va dire. Oui. Ce restaurant s'est trouvé mis en demeure. Moi, de ce que j'ai compris, c'est quand même assez fréquent que les inspecteurs rencontrent ce genre de cas de figure. C'était pas non plus un contrôle catastrophique qu'on a vu, c'est-à-dire que il y a rien de gravissime. Mais bon, voilà, c'est sûr que ça fait quand même un petit peu réfléchir. Ouais. Et sur les surgelés, surtout aussi, on voit que ça occupe presque tout un frigo de c'est ça. surgelés. En fait, comme ils ont des quantités astronomiques de nourriture, et forcément, ça occupe les stocks, ça occupe l'espace. C'est un peu le bordel, si vous me passez l'expression. Et en fait, la grosse difficulté, c'est comme ils ont des centaines de choses à gérer, c'est beaucoup plus difficile que quand vous gérez quelques plats. Donc voilà, c'est là que ça peut parfois, la maîtrise peut un peu s'effacer, on va dire. Et ce qui marche le mieux, c'est la friture. Ce qui marche le mieux, c'est la friture, évidemment, c'est ce sur quoi les gens se jettent. C'est aussi des choses que vous ne pouvez pas faire chez vous, forcément, enfin pas si facilement que ça. Et ça se consomme facilement et puis c'est bon, quoi. Ouais. Norbert nous dit, près de Pau, j'ai vu une serveuse remettre des petits desserts à la vente venant des assiettes des clients partis. Ah. Vous n'avez pas vu ça? Oui, ça normalement c'est pas censé. Non, moi j'ai pas vu ça. Non, enfin, ils se sont débrouillés pour que je vois pas ça ce jour-là en tout cas. Mais c'est quand même assez spécial de faire ça, oui. Oui, j'imagine que c'est. Non mais vous montrez. C'est pas très recommandé, je pense. Non, mais il montre. Martin montre une petite astuce des buffets. C'est dans les desserts, si vous mettez un dessert dans une petite assiette, ça fait plus chic que d'avoir la tarte et d'avoir plein de petites assiettes de gâteaux. Vous la prenez plus facilement et ça fait plus chic. Alors, est-ce que ces buffets, c'est la vraie question, gagnent, même si vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que tous gagnent de l'argent ou il y a quand même du gâchis et que c'est compliqué de gagner sa vie avec un buffet? Moi, je pense que c'est pas si facile, qu'ils ont besoin vraiment de faire énormément de volume et que ça cartonne. Donc, c'est pas si facile, c'est très serré. Et ça marche que quand c'est vraiment rempli. Et si l'emplacement est mal choisi, si la réputation est mauvaise, s'il n'y a pas assez de clientèle qui rentre, très vite, ils vont faire faillite. Ouais. On salue les grands buffets de Narbonne, c'est un peu notre région. Vous ne les avez pas filmés parce qu'ils se détachent quand même un petit peu de la masse, j'ai envie de dire, enfin de buffet un peu modeste, je trouve pas le mot, de buffet un petit peu plus du tout venant, quoi. C'est populaire, plus populaire, voilà, cherchez le mot. Oui, exactement. Ils font. Après, encore une fois, ils sont pas uniques, mais je sais que c'est très très bon. Ils cartonnent. Enfin, ils sont complets, je crois maintenant quasiment 2 ans à l'avance. Et eux, pour le coup, je n'ai aucun doute sur leur rentabilité, d'autant que ils maîtrisent beaucoup mieux, je pense, les quantités qui vont être servies parce qu'ils ont l'habitude. Ils maîtrisent vraiment depuis très longtemps et ils savent exactement ce qu'ils servent, toujours les mêmes plats. Donc c'est ça aussi c'est là que la rentabilité elle vient aussi, c'est que vous faites toujours la même chose. Vous avez toujours la même manière de travailler, ce qui n'est pas le cas d'autres buffets qui doivent au contraire s'adapter à ce que entre guillemets les marchés leur proposent justement pour travailler de manière rentable. Et puis il y a un autre endroit où vous avez beaucoup de buffets, c'est dans les parcs d'attractions quand même. La plupart des restaurants à Disneyland ou chez Astérix, c'est des buffets. Et puis du Fou. Au Puy du Fou, vous en avez 4 ou 5, je crois, qui ont l'air assez amusants. Mais on pouvait pas aller partout, mais il y a des thématiques historique au Puy du Fou, mais il y en a effectivement dans tous les parcs d'attractions et puis évidemment dans les clubs de vacances. Bien sûr. Oui, le Club Med, le fameux buffet du Club Med. Et ça se développe en France, c'est une tendance de fond. Il continue d'en ouvrir, il en a ouvert pas mal ces
cette dernière décennie, voilà, je pense que le marché n'est pas extensible à l'infini parce que voilà, il y a besoin de beaucoup de volume, donc ils peuvent pas non plus être si nombreux, mais ils se sont beaucoup ouverts ces derniers temps et ça continue d'ouvrir, carrément. Très bien, merci beaucoup Martin Béraud d'avoir été avec nous. Donc votre enquête buffet, que leur volonté soit faite, c'est à retrouver sur France.tv. C'était diffusé hier soir sur France 5 et ça a plutôt très bien marché. Documentaire, c'est le 6e parce que c'est un peu compliqué. Oui, le site n'est pas. Bon, maintenant sur les télés, vous tapez replay documentaire, ça. Oui, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. Il est en rediffusion le 2 mars à 16h30, le dimanche 2 mars à 16h30. Et vous n'avez pas eu d'intimidation, demande un auditeur. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens Non, il y a des gens il y a beaucoup de buffets qui nous ont fermé leurs portes. Ça, c'est sûr. On a eu du mal à trouver des gens qui acceptaient de nous recevoir, mais sinon, aucune intimidation. Non, ça va. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec vous, Gilles, pour parler des dernières infos de la télé. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann.fr. Sud Radio, le supplément média. On est avec vous sur Sud Radio, l'émission Média, avec les dernières infos médias, et il y en a. Oui, dernières infos médias qui ont été publiées sur différents sites de télé-loisirs ou de Pure Média, entre autres. Hier, le tribunal de Paris a condamné Stéphane Plaza. Ouais. Voilà, c'était sur tous les sites. L'animateur vedette de M6 à 12 mois de prison avec sursis pour 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale récurrente sur une ancienne compagne. L'animateur, en revanche, a été relaxé des chefs de violence psychologique habituelle sur une autre compagne. Stéphane Plaza a immédiatement fait appel. De son côté, le groupe M6 a donc annoncé à 20h la déprogrammation dès ce jour, donc hier, des émissions de Stéphane Plaza. Alors il reste en suspens une vraie question, c'est l'association entre M6 et Stéphane Plaza et ses agences. Ouais, et les agences, et ce matin, il y avait un article dans Le Parisien qui racontait le désespoir des agences Stéphane Plaza qui ferment les unes après les autres et qui parfois ne peuvent pas fermer, qui n'ont plus de clients, qui ont zéro chiffre d'affaires depuis 3 mois et qui ne peuvent pas se dépêtrer puisqu'ils ont un contrat qui les lie et parfois on leur demande plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir fermer cette agence. Donc il va falloir que M6 et Stéphane Plaza... Ils n'ont pas le droit de changer de nom. Alors il y en a qui l'ont fait, mais théoriquement ils n'ont pas le droit, mais les gens, enfin ce que racontent les agences immobilières Stéphane Plaza, c'est que les gens ne veulent plus voir le nom de Stéphane Plaza sur leur appartement. Vous savez, les panneaux Stéphane Plaza. Moi, j'en avais une à côté de chez moi qui a fermé il y a 3 mois. Donc, c'est une vraie question et il faudrait que M6 et Stéphane Plaza répondent quand même à ces agents immobiliers qui n'ont aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Et le Parisien a contacté, j'ai pas lu l'article, ils ont contacté oui, qui n'a pas, je ne sais pas, je me souviens plus, je l'ai lu ce matin. Je crois que oui, ils n'ont pas de réponse d'M6. Le lundi 10 mars, TF1 lancera une nouvelle série. Avec qui d'après vous ? Je ne sais pas. Samuel Le Bihan. TF1. Vous vous rendez compte que la star des audiences de France 2 est récupérée par TF1. C'est un joli coup. Alors ça va s'appeler Carpe Diem. Il est accusé à tort du meurtre de sa femme. Il passe 17 ans en prison et quand il ressort, il devient avocat. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rechercher le meurtrier de sa femme. Grand article hier dans Ouest France qui a publié une tribune, je ne sais pas si vous l'avez vu, écrite par l'ensemble des syndicats de l'audiovisuel et co-signée par 1600 élus pour s'opposer au projet de la réforme de l'audiovisuel public qui doit regrouper, alors vous le savez, Radio France, Média Monde, l'INA et la holding France Média. Alors sur cette tribune publiée par nos confrères de Ouest France, il y a 72 députés, 61 sénateurs. Il y a aussi le maire de Lille, de Nantes, de Brest qui s'associe à cet appel pour annuler cette réforme qui sera présentée à l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis, en fait, ce qu'il reproche dans cette tribune, c'est le fait que forcément, si vous rassemblez tout le monde, il y a moins de pluralité et il y a moins également de diversité parce que c'est le même guichet, en fait. Ouais, d'accord. Oui. Non, c'est bon. On en sait un peu plus sur les derniers 48 heures de C8 qui approche à grands pas. Oui. C'est la semaine prochaine, le 27 février, dès 21h. Bon,
Ça va être chaud. Hein. Il y aura un 100% touche pas à mon poste avec une sorte de jeu de la vérité où Cyril Hanouna a promis de répondre à toutes les questions en direct grâce à un standard qui va être ouvert en direct. Alors vous imaginez, 3 heures de direct où Cyril Hanouna promet de répondre à toutes les questions. Ah ouais. Je pense que ça va être un carton d'audience. Ouais. Mais déjà Cyril Hanouna cartonne. En ce moment, les audiences sont incroyables. Il est vraiment en tête de toutes les audiences. Il est premier talk show de la télé. Et c'est là qu'on se dit c'est totalement injuste. Ouais. On est totalement injuste ce départ. Surtout quand vous avez le public qui est au rendez-vous. Une audience monumentale en vue. Et puis ensuite sera suivi, toujours le 27 février, un grand doc sur les coulisses de TPMP qui a suivi les derniers jours, entre guillemets, de fabrication de TPMP. Et le 28, c'est plutôt une bonne idée, mais ça va être nostalgique. C'est la grande soirée. Alors la grande soirée, c'est un zapping de légende où ils vont diffuser toutes les images et les meilleurs moments de la chaîne, de sa création, avec l'évolution de la chaîne, l'arrivée de Cyril Hanouna et les différents rendez-vous. J'espère qu'on reverra. Vous vous souvenez de Tweet Tweet ? C'était une grosse peluche jaune dans les émissions jeunesse. Parce qu'à un moment, vous savez, tout était en direct. Bien sûr, oui. C'était le premier. C'était Direct 8 au départ. C'était Direct 8 et il y avait Tweet Tweet. Moi, j'aimais bien Tweet Tweet. Je me souviens absolument pas. Avec Patrick Rogier, on a parlé de DAZN, vous savez. Oui, absolument, la chaîne. La plateforme. La plateforme, oui. La plateforme du groupe britannique. Et vous savez quoi ? Ils ont annoncé cette semaine qu'un fonds saoudien a acquis une participation minoritaire. Alors un accord qui intervient après l'attribution par la FIFA des droits de la future Coupe du Monde des clubs organisée l'été prochain aux États-Unis. Puisqu'ils ont un investisseur, ça veut dire que il y a des sous dans la caisse pour la Ligue 1. Oui, il y a des. Alors question autour de Christophe de Chavannes. Vous savez qu'il a été condamné, qu'il va passer en jugement jeudi pour avoir été arrêté en excès de vitesse et après avoir consommé de la drogue. Donc on attend le jugement et on verra ce que fera France Télévisions s'il est condamné. Comme c'est en récidive, on ne sait pas quelle en sera l'issue. D'abord, attendons le verdict de la justice et après on verra ce que France Télévisions décidera de faire. L'émission peut être enregistrée avec quelqu'un d'autre. Il a déjà été absent, non ? Je crois pas vraiment. Non, mais après c'est un coup de tonnerre s'il décide de le déprogrammer, de le virer de l'émission purement et simplement. En tout cas, on verra ça. En tout cas, cette semaine il n'y a pas d'émission parce que c'est les vacances scolaires, donc c'était prévu. Il reste 15 jours. Il reste 15 jours pour décider de voir voir ce qu'ils feront. Ils attendent parce qu'il y aura le juge. Enfin, il comparaît jeudi, mais le jugement interviendra certainement beaucoup plus tard. J'ai plus de news. Vous avez plus de news ? Écoutez, on peut donner hier score décevant pour Mohamed Bouafsi, qui avait eu une promo quand même de dingue sur la banlieue. C'est 3% sur les ménagères, donc c'est un très très mauvais score. 1 200 000 téléspectateurs, c'est vraiment un flop pour France Télévisions, donc c'est pas un bon score. Les tuches ont plutôt bien marché. Vous êtes cliente des tuches ? Oui, moi j'aime bien. Ah, vous allez au cinéma, vous allez voir les tuches version English ? Ouais. Moi, je vais. Je sais pas si j'irai au cinéma, mais. Des frites. Mais voilà, les tuches 3 300 000 téléspectateurs hier sur TF1, ça a plutôt très bien fonctionné. Peut-être qu'un jour, Cathy fera des frites au air fryer. Peut-être. Voilà, ça sera un épisode des tuches culte où elle se fait offrir un air fryer. Alors apparemment, il y a un nouveau jeu d'aventure qui arrive sur France Télévisions avec Laurent Luyat. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc, je suis passé à côté. Voilà, vous êtes passé à côté. Donc, on attend de voir. Et puis, il y a un jeu qui arrive quand même avec. Enfin, il n'y a pas un jeu, mais il y a une émission de dating qui arrive sur. Je crois que c'est Netflix avec le sportif et sa femme, Teddy Riner. Donc, à suivre évidemment avec attention. Oui, c'est un jeu d'aventure pour Laurent Luyat où des candidats vont être lâchés en pleine montagne et qui doivent rester dans un périmètre délimité. Il y avait eu un truc comme ça sur France 3, ça avait été un flop. Vous vous souvenez, en montagne, avec des jeux en montagne, ça n'avait pas été un très très grand succès. On verra comment tout cela va fonctionner. Merci Gilles pour ces infos. La prochaine fois, j'en mettrai plus.
Oui, non, mais il y avait quand même pas mal d'infos, hein, quand même. Oui, il faut suivre l'histoire de la fusion et de la fusion. De la fusion des ce que j'ai dit sur Ouest France, c'est-à-dire le nouveau programme qui est lancé par Rachida Dati. Je pense que ça va être compliqué. Merci Gilles, on se retrouve demain et nous on continue avec les débats. À tout de suite. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.